Bonsoir pour l'atelier numéro 6 Ennéagramme Orenda. Donc, je vais vous partager tout de suite l'écran pour que vous puissiez voir ce qui vous concerne directement, c'est-à-dire cette étoile à 9 branches. Et je vais ouvrir aussi le chat pour qu'on puisse discuter s'il y a des questions particulières pendant l'atelier. Voilà, voilà, c'est parfait. Donc, eh bien voilà, pour ce 6e rendez-vous, je vous ai fait des petites choses pour aller encore plus loin, pour comprendre encore plus profondément les détails et tout ce qui vient se créer autour de cet outil qui, encore une fois, est traversé avec la magie de la tribu Orenda. Vous pouvez revoir cette étoile et, bon, a priori, maintenant, je pense que vous la connaissez bien. Et je vous la montre sous une autre forme, c'est-à-dire que ici, eh bien, vous pouvez constater les images à côté de chaque mot, chaque numéro, qui est en fait le chakra correspondant à l'identité ou le masque que chacun a pu porter ou porte. Ça, je vous l'ai dit à chaque fois dans les 3 premières séances, en lien à quel chakra il s'agissait. Et donc, bien ici, on peut constater, alors c'est pour ça que je vous le mets sous forme d'image, hein, c'est qu'on peut constater les côtés uniques de certains profils. C'est-à-dire que vous pouvez constater direct que on a chez les natifs 8 et le 1 le même chakra qui est le chakra racine, qui est le chakra rouge qu'on voit ici. Vous voyez avec ma souris. On voit que ici, de chaque côté, le 7 et le 2, eh bien, il y a cette même identité, donc c'est-à-dire le chakra de la gorge, qui va se retrouver avec une application aussi davantage mentale pour l'épicurien, avec un chakra présent au niveau de la gorge, mais aussi à l'intérieur de la tête, entre la gorge et la tête. Voilà, d'où le côté mental, en fait, qu'on ne va pas retrouver chez l'altruiste. On peut aussi, ça je vous l'avais déjà bien dit également, chez les néatypes 6 et chez les néatypes 3, en fait, on va retrouver dans le chakra, en fait, donc on va parler, peut-être vous connaissez le mot Kundalini, donc c'est-à-dire faire monter l'énergie du chakra racine vers le haut. Et en fait, ce chakra, comment dire, on a une forme de chakra qui est double, c'est-à-dire qui va s'enrouler comme ça, comme le serpent de la médecine. Et donc, ces chakras qui s'enroulent comme le serpent de la médecine, eh bien, sont de chaque côté de l'énéagramme, partant du 3 et du 6 pour se relier au 9. Et donc, les néatypes 3 et les néatypes 6 ont ce lien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être, par exemple, la main droite, l'autre la main gauche, et qui vont venir vraiment fusionner ensemble pour s'élever vers l'énéatype 9, qui est donc le médiateur, qui lui donc a le chakra ici, au-dessus, très connecté et très ouvert. D'où le fait qu'on dise de lui qu'en fait, il est en haut et il vient englober la totalité des énéatypes. Et donc, encore une fois, vous remarquerez que les néatypes 5 et les néatypes 4 sont comme, je dirais, uniques, même si on est tous uniques. En tout cas, au niveau des chakras, il ne s'agit pas des mêmes endroits de fréquence. Donc, pour l'observateur, on va rester vraiment sur vous le voyez, hein, en fait, puisque chaque chakra a des couleurs. Donc, on est sur le chakra violet qui va être beaucoup plus au niveau, ici, au niveau de la tête. Et pour le romantique, les natifs 4, on se retrouve avec quand même le chakra au niveau du plexus solaire, le plexus jaune, enfin le chakra jaune. Donc voilà, pour les détails des chakras et des correspondances en fait entre profils, ce qui peut parfois nous amener à comprendre pourquoi on se sent plus proche
ou pourquoi on parle plus le même langage avec tel ou tel individu dans la société, dans nos familles, dans nos amis, etc. Après, c'est pas que ça, mais ça, en tout cas, ça en fait partie. Quoi vous dire d'autre? Bon, c'est pas mal hein, déjà pour les chakras. Donc, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on en reparlera. Et là, ici, ben, j'ai utilisé ce livre, en fait, qui finalement n'est pas vraiment une BD Ennéagramme. Hein, j'ai appris ça. En fait, il s'agit plutôt d'un livre qui explique l'Ennéagramme et qui l'explique avec des images, donc avec des graphismes. Et donc, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais de mes recherches, il semble que ce soit un bon outil pour démarrer ou voilà, pour s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'énagramme. Après, vous qui êtes maintenant plutôt bien aguerri ou avec des subtilités, bon, ce sera peut-être un peu simple et à la fois, moi j'aime bien aussi les choses simples parce que ça permet de s'y replonger rapidement et efficacement. Donc voilà. En tout cas, pourquoi je les ai mis ici ce soir en image? Bah, tout simplement parce que je trouve que le graphisme, moi, ça me parle, j'aime beaucoup les images. Donc, de voir chaque profil dessiné, c'est se dire, ah oui, alors, ah ouais, tiens, peut-être que je corresponds à tel type ou à tel type. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que je renvoie en fait comme image? Et à la fois, qu'est-ce que j'ai envie de développer chez moi? Donc voilà, pourquoi il y a des petites images comme ça et se dire, ok, les couleurs, je ne sais pas trop pourquoi ils ont utilisé ça, mais on voit quand même des personnages. Par exemple, je vais prendre le plus voyant, hein, le rouge, le protecteur, hein, le chef et à la fois le battant, qui ont quand même des liens ensemble et qui sont, voilà, on les voit quand ils sont là, on les voit. Et ça, en fait, les personnalités qu'on voit, on peut remarquer que c'est ceux qui sont un peu plus en mouvement, par exemple, ou, et ceux qui, voilà, voilà, je trouve que c'est très intéressant aussi en lien avec les 5 blessures de l'être de Lise Bourbeau, que vous pouvez retrouver aussi dans mes exemples. Voilà, on voit bien comment l'archétype et la posture du corps vient nous identifier également. Voilà pour ce passage-là. Et donc, ce soir, eh bien, un petit bilan de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et aller un peu plus en profondeur encore. Donc, on l'a vu ensemble, hein, les natifs 2, 5 et 8 eh bien, font partie des énéatypes qui, pour eux, le monde extérieur est plus important que l'intérieur. Le 3, le 6, le 9, ils sont tendus entre les deux, donc l'intérieur et l'extérieur est autant important l'un que l'autre. Et on le verra par la suite dans les subtilités, ce que ça vient amener comme complexité de compréhension de qui l'on est parfois. Et puis donc le 4, le 7, le 1, pour qui la dimension intérieure est plus importante que la dimension extérieure. Donc aujourd'hui, on voit la pratique de la vertu. Oui, je vous ai mis une petite sculpture ici qui est une sculpture en bois. Là, c'est juste une image représentative, mais en fait qui représente la vertu. Et c'est une sculpture qui est édifiée sur la cathédrale cathédrale de Sens, qui est à côté de Paris. Et cette gravure, c'est une gravure de Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc, c'est quelqu'un qui est très reconnu, en tout cas dans le milieu de la sculpture et de la sculpture dans les cathédrales et les édifices religieux. Et ça fait un petit clin d'œil aussi à toute l'approche de l'alchimie, puisque sur les cathédrales et sur tous les monuments, on retrouve des savoirs qu'on appelle ésotériques, hein, parce qu'à la fois, ils sont complètement à vue et complètement cachés quand on ne connaît pas les codes. Donc voilà pourquoi je vous ai fait un petit clin d'œil à ce sujet.
Et donc, la pratique de la vertu, jusqu'à maintenant, on a plutôt parlé de la portée de l'ego. Et donc, là, on va vraiment plus au cœur de la vertu. Et la vertu, c'est une notion à l'intersection des ensembles de la philosophie, de la religion et de la politique. Et c'est ce qui nous gouverne en fait dans nos sociétés et à l'intérieur de nous-mêmes forcément puisqu'on est en écho. Vous savez, quand on parle de notre propre corps, c'est aussi celui de notre système intérieur, mais il est aussi en lien avec le système extérieur. Et par exemple, la planète elle-même est un corps à elle toute seule. Et donc, nous, on est des composants de ce corps. D'où aussi l'image dont je vous parle souvent entre le microcosme et le macrocosme. Hein. Tout ce qui est tout petit se retrouve dans tout ce qui est grand. Et donc, dans tout ça, il y a cette vibration qui est philosophique, religieuse et politique chez nous, les humains. Et donc, en philosophie grecque classique, qui a été reprise évidemment par le judaïsme hellénisé et par le christianisme, et puis par bien d'autres. On distingue donc parmi toutes ces vertus les 4 vertus cardinales. Donc les 4 vertus cardinales, vous savez que c'est important aussi dans la médecine Orenda, puisque c'est les 4 points de direction. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc je vous ai mis des petits détails. Donc du latin cardo, et cardo ça veut dire pivot. Et donc ça appelle aussi à des directions, donc qu'elles soient géographiques, mais qu'elles soient aussi géopolitiques, géophilosophiques et géo-religieuses. Et donc, dans ces 4 directions, on invoque quelque part des directions pour s'incarner, nous, êtres humains, dans donc des forces, dans des vertus. Et donc, ces vertus, ici, qui sont 4, donc il y a la prudence, il y a la tempérance, il y a la force d'âme et la justice. Comme si nous, êtres humains, on pouvait s'aligner correctement avec nous-mêmes et avec le monde si on répond à tout ça, à cette prudence, cette transparence, cette force d'âme et cette justice. Et on va parler dans d'autres systèmes, d'autres vertus. Donc, par exemple, dans le christianisme, il y en a 3. Ça va être la foi, l'espérance et la charité. Et dans les 3 vertus, encore une fois, on est sur des chiffres qui ne sont pas anodins, parce que les 3 vertus aussi en lien dans le christianisme font référence à la Trinité, évidemment, hein, corps, cœur, esprit. Donc foi, espérance et charité. On parle aussi par ailleurs donc, des 3 vertus maçonniques, les francs-maçons, qui sont la tolérance, la bienfaisance et la solidarité. Et 3 vertus principales aussi chez les scouts, à savoir la franchise, le dévouement et la pureté. Donc tout ça, vous pouvez les noter et en fait, ça fait référence à des vertus qui sont importantes ou qui sont nommées par rapport à nos systèmes sociaux. Donc je vous ai ajouté, Montesquieu a également évoqué la vertu politique. C'est l'amour des lois et l'amour de la patrie. Et cet amour demande une préférence continuelle de l'intérêt public plutôt que de l'intérêt personnel. C'est la source de la principale démocratie selon lui. Donc, bon, on ne va pas faire un trait politique, mais on peut voir aussi que l'amour de la patrie, plus que l'amour de soi-même, c'est aussi tout ce qui fait référence en politique merci, je pensais à la Chine. J'ai plus le terme. Mais en tout cas, voilà, à d'autres systèmes politiques. Et à la fois, ce qui est évoqué là-dedans, c'est que il y a vraiment cette partie quand même qui est religieuse aussi chez Montesquieu, qui est de aime-toi, aime ton prochain. Voilà. Il y a vraiment toute cette portée-là qui est importante.
parce que s'aimer soi, aimer les autres, et aussi, moi j'irais plus loin, hein, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de la nature, de la planète, prendre soin de ce qui nous entoure. Et c'est vraiment cette respiration entre l'intérieur et l'extérieur, le microcosme et le macrocosme. Donc voilà, l'amour plus fort que tout, dit-on. Donc voilà un petit peu pour les vertus et en tout cas les espaces dans lesquels on le retrouve. Et donc je vous partage aussi ces quelques images qui sont en fait des images, tout comme ce que je vous ai évoqué au-dessus, qui sont des éléments qui ont fondé la pensée de nos sociétés et donc qui génèrent en fait en nous des systèmes de croyance, des systèmes d'espérance. Parfois, on se dit, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Et tout ça, en fait, c'est en lien à nos croyances. Et nos croyances, elles viennent de où? Elles viennent de nous, elles viennent de notre famille, elles viennent du système. Et donc, les connaître, les reconnaître, c'est important parce que on vient lever ces blocages en fait quelque part, puisqu'on les identifie et puisqu'on se dit ah ouais d'accord ok, ah ça vient de là, donc ça vient pas de moi. Et donc là ça peut nous faire grandir et nous faire voir plus grand, plus large et nous détacher aussi parfois. Et donc, et toi, quelle est ta devise et quelles seraient tes vertus, hein? Ça aussi c'est une bonne question. Ce qu'on peut voir ici à l'écran, en fait, c'est l'image donc de... Alors, on ne voit peut-être pas très bien, peut-être je peux zoomer, si ça fonctionne à la caméra. En fait, on peut voir qu'effectivement, on a des bien-pensants, je dirais, hein, qui sont là pour fouetter les autres. Donc, ça veut dire que si tu ne réponds pas bien à la vertu pensée ou à la loi écrite, eh bien, tu seras châtié, banni, rejeté, etc. Donc voilà, comment nous, avec nos devises, avec nos vertus, on s'est aussi construit notre espace et comment on y vit à l'intérieur. Et donc, là, je vais revenir à la vertu qui est niveau de l'essence. La vie est un mouvement croissant et apprenons à nous enrichir de sa complexité. Donc effectivement, on est dans cet espace-temps, on vit ces expériences-là, comment on peut cultiver ce qui s'est passé comme une culture dans la nature pour le mettre en mouvement, lui donner d'autres cycles et le modifier et l'améliorer et le changer. Et peut-être même quelque part, je dirais que certaines fois, ce sont des jolis mots et peut-être les jolis mots ont besoin d'être incarnés davantage plutôt que clamés. Comme on peut imaginer nos politiques, par exemple, qui font beaucoup de blabla, beaucoup de conférences, etc. Mais ok, montre-nous dans la matière comment tu mets en place ce que tu dis. Ça pourrait être quelque chose d'assez chouette. Et en tout cas, voilà, la vertu, c'est vertu à suivre le courant de la vie et du vivant. Et donc, en lien avec aussi ce qui est important pour Orenda, le minéral, le végétal et l'animal. Parce que ce sont des éléments du vivant qui suivent incontestablement le courant de la vie par amour du divin. Alors, c'est un grand mot, mais pour la vie, en fait. Et vous pouvez le voir, hein, on peut mettre du béton. Au bout d'un moment, il y a quand même une fleur qui arrive à percer et qui arrive à ressurgir, en fait. Et donc, c'est ça, c'est cette force-là, en fait, dont il est important de savoir qu'on l'a en nous et de s'y reconnecter à chaque instant. Et donc, l'humain, il a, alors j'ai écrit qualité en plus de liberté de suivre ce mouvement. Donc, le courant de la vie ou pas. Donc, c'est une invitation à vraiment suivre ce courant de la vie et pas à bloquer, scléroser, rester dans nos croyances limitantes et à pas avancer. L'idée, c'est vraiment à venir toucher la sérénité, la paix et d'être bien en soi, en fait.
Et donc, on peut le suivre en conscience d'amour, en conscience choisie et volontaire. Et en fait, ça peut être dur sur la première démarche, mais une fois qu'on a engagé ce mouvement, en fait, c'est comme une bille qu'on va faire rouler. Elle va continuer à avancer et faire son chemin. Donc, oser y aller. Et après, en fait, le rythme danse et se fait presque tout seul. Ou en tout cas, il est entraîné. Et donc l'amour est pleinement et fondamentalement libre. Et on ne force personne à nous aimer. Et on est tous portés par la rivière, par le courant de la vie, justement. Et donc, voilà, la proposition, c'est aussi de revenir à cette connexion de nos planètes. On en parle souvent ensemble. Comment ça se passe dans les étoiles? Bah ouais, on est aussi une étoile et on fait partie d'une étoile. Et donc, on vibre forcément sur ce rythme-là, le rythme des fêtes païennes ou de l'animisme, en lien avec les plantes, avec les végétaux, minéraux et animaux. Voilà. Donc, on continue avec un autre petit schéma, enfin plusieurs petits schémas, parce que dans nos croyances, on va créer chacun selon notre énéatype et selon voilà, notre unicité des comportements. Mais globalement, on reconnaît deux comportements, celle de la fuite et celle de la lutte, qui sont en fait des réactions. Et là, c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire, c'est observer ton mode de réaction. Qu'est-ce qui te fait réagir au quart de tour? Et à force de les observer, l'idée, c'est de ne pas te faire submerger en fait, par ce truc qu'on appelle «c'est plus fort que moi». Donc, ne pas te faire submerger par «c'est plus fort que moi», mais le garder en conscience pour pouvoir transmuter cet état de réaction qui est souvent une fuite ou une lutte. Voilà, et une fois que tu auras observé ces états de réaction, je t'invite à, au lieu de réagir au quart de tour, te dire 1, 2, 3. Et maintenant, est-ce que je réagis encore pareil? A priori, ça peut au début. Mais en fait, très vite, une fois que tu t'autorégules et que tu te dis attends, je réfléchis 30 secondes ou je m'arrête 30 secondes dans le corps ou je m'arrête 3 secondes dans le cœur, en fait, on crée en soi un espèce de switch. Et donc, on grandit. Parce que la fuite et la lutte sont la réaction d'une manifestation psychologique qui est provoquée quand on se sent menacé. Quand on se sent menacé physiquement, psychologiquement et physiologiquement et tout ça. Et en fait, ces espaces-là, comment dire, ça a été créé par nous-mêmes parce que ça a été un mode de survie. Et donc, ce n'est pas l'idée de se flageller ou de se culpabiliser, pas du tout. L'idée, c'est juste d'être observatrice et de s'en libérer. Alors oui, 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 n'hésitez pas, je vois dans le chat, bonne idée, essayez, vraiment, vraiment. C'est pas évident et comme vous le savez, dans l'univers, si vous vous dites « Ok, je vais faire l'exercice, c'est validé, crac », et sauf que quand tu as validé, tu as l'univers qui t'envoie plein de trucs. Donc, soyez prête à accueillir ces espaces-là et beaucoup, beaucoup de tolérance avec vous-même. Je vous invite vraiment à respirer à travers ces sensations. Et donc, vous pouvez faire aussi une liste de vos réactions de fuite et de vos réactions de lutte. Donc ça, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire maintenant ou tranquillement après, mais c'est vraiment un exercice qui est intéressant. Et, et donc, on reconnaît les personnages à laquelle on ajoute aussi l'inhibition. Et en fait, je ne sais plus où je l'ai écrit, mais l'inhibition, en fait, fait partie de la fuite. Bon, alors je ne sais plus où je l'ai écrit, mais c'est en fait le fait de plus, par exemple, donc c'est écrit ici, faire le mort, le fait de plus pouvoir bouger, c'est-à-dire que le corps ne bouge pas, mais la fuite, elle se fait par l'esprit.
On peut le reconnaître chez quelques traumatisés, que ce soit dans les états de guerre ou des états très, très difficiles à vivre, avec des épreuves en fait corporelles. Si quelqu'un vit une épreuve corporelle, il peut aussi le vivre en inhibition et donc en forme de fuite. C'est déjà arrivé que des individus vivant un choc corporel fassent par exemple des sorties de corps. C'est-à-dire que leur âme sort du corps, donc sort de la matière. Et donc, il y a des témoignages qui racontent clairement que j'ai vu mon corps vivre l'expérience traumatisante, mais du coup, le corps, voilà, il y a plein de complexités. Hein. Le corps peut se sentir abandonné par l'âme, et l'âme peut sentir qu'elle est impuissante, mais elle est en forme de lutte pour préserver l'esprit de survie dans cette unicité. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, voilà, on reconnaît toujours fuite et lutte, avec des petites phrases ici. La fuite, courage, fuyons. La lutte, le meilleur des défenses, c'est l'attaque. Alors ça va bien aux Enati 8. Et l'inhibition, donc, fait le mort. On peut le voir ici aussi avec les animaux, hein, l'activation de l'action, et on est serein et en possession de tous ses moyens. Donc ça, c'est quand on arrive à rester calme. Donc ça, c'est l'exercice vraiment que je vous invite à faire. C'est pas être en réaction, mais rester calme face aux attaques qu'on peut vous faire, par exemple. Ou à ce que vous percevez comme une attaque, parce que parfois, ce n'est pas une attaque volontaire. Hein. Et donc voilà, la fuite, c'est aussi en lien avec l'anxiété et l'agitation. La lutte, c'est aussi en lien avec la susceptibilité et la colère. Et l'inhibition en lien avec le découragement, la déprime, qui est en lien avec l'anxiété et l'agitation également. Donc, ces facteurs sont des facteurs de stress. Et c'est pour ça qu'on dit souvent stress ou calme. Voilà, essayons de, dans nos habitudes de stress, trouver un espace de calme et de sérénité. Voilà. Je dis voilà à chaque diapo, mais en espérant qu'il y ait... Voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez les poser. Donc, l'homme peut couper ou suivre. Donc, on a le choix. Donc, fuite. Donc, je vous rappelle, la tétanie est une fuite. Ou lutte. Ce sont égales. C'est parfait, merci pour les témoignages. Donc, la résistance au flux de la vie qui pousse, puisque la vie, voilà, hein, ça avance toujours. Le temps, il continue. Hein. Là, il va faire nuit, demain, il fera matin. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ça continue. Et donc, c'est égal aussi à je ne veux pas m'effacer, je veux vivre dans le flot de la vie. Voilà, donc la fuite ou la lutte, c'est créer des distorsions sur les déséquilibres qui vont être émotionnels et mentaux. Et donc, c'est souvent en lien en passion, qu'on a déjà vu ensemble, que vous pouvez retrouver dans votre tableau, et que vous pouvez aussi retrouver dans les notes, et on le reverra de toute façon avec des schémas simplifiés par la suite. Donc voilà, en lien aux passions, des types donnés et des états de passion. Et je vous en ai parlé, les états de passion, c'est vraiment en lien et égal aux états de souffrance. Puisque là, voilà, on dit passion est un péché, la passion est un péché. C'est l'Évâcre de Le Pontique, qui est un moine du IVe siècle, ayant vécu dans le désert d'Égypte. Il fut le premier qui systématisa la pensée ascétique chrétienne et qui évoquait donc que la passion était un péché. Et encore une fois, comme on le voit dans les médecines traditionnelles, ou en tout cas, voilà, quand on vient faire des mouvements dans le Qigong, par exemple, si on travaille sur l'énergie du cœur, hein, le mouvement du cœur, on va être sur l'élément du feu. Et l'élément du feu, eh bien, on dit que c'est aussi en lien avec la joie et l'anxiété. Et en fait, avoir un cœur en feu, en joie, c'est bien. Sauf qu'une joie qui est excessive, elle vient consumer votre feu intérieur. Et donc, être en passion, c'est être avec ce feu ardent.
Et on peut facilement constater qu'un feu ardent, ça vient fatiguer, ça vient consumer, et donc ça vient détruire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une assimilation entre la passion et un péché, puisque c'est comme associé à une perte de contrôle. Et donc, si c'est une perte de contrôle, c'est une perte d'enracinement, une perte d'équilibre. Et donc, c'est le fruit d'une fuite ou d'une lutte. Vous pouvez retrouver en dessous, justement, les passions en lien à l'état affectif déséquilibré. Donc, chez les néatypes 1, on reconnaît bien la colère, le 2, l'orgueil, même si c'est un peu caché, hein. Mais en fait, c'est vraiment ça qui est sous-jacent, inconscient et plus fort que soi. Le 3, c'est le mensonge à soi-même et aux autres. Le 4, c'est l'envie. Le 5, l'avarice. Le 6, la peur. Le 7, la gloutonnerie. Le 8, l'excès. Et le 9, la paresse. Donc voilà les passions associées à chaque énéatype. Et également associé, je vous ai ajouté les 7 péchés capitaux. Parce que je pense que c'est très intéressant d'aller encore plus loin. Donc la proposition, c'est trouver le vice pour se diriger dans le sens de la vertu. Donc tenter de faire attention à nos vices, donc déjà à nos réactions, et ne pas permettre au poison de se répandre. Puisqu'en fait, effectivement, imaginons deux situations, enfin deux personnages. On a deux personnages. Et en fait, il y en a un qui va croire ou qui va sentir que lui, il lui fait quelque chose. Et donc, il va lui dire non, je ne suis pas d'accord. Lui, il va dire c'est pas ça que j'ai voulu dire. Oui, mais c'est ça que j'ai ressenti. Oui, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est réaction, 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 réaction. Et en fait, ça fait que grimper. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poison se répand. L'idée, c'est de stopper la première réaction où ah, c'est toi qui m'as. J'étais comme ça. C'est toi qui m'as dit ça. Et ben, du coup, se dire est-ce que c'est lui qui m'a dit ça? Ou est-ce que c'est moi qui crois qu'il m'a dit ça? Ah, première opération stoppée. Du coup, lui, il va faire ça va bien? Je sais pas. Je sais pas si tu m'as dit ça ou si c'est moi qui crois que tu m'as dit ça. Ah, non, mais j'ai voulu dire ça. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas vraiment de poison, il y a discussion. Donc, on est sur un autre état. Donc, vraiment, vous allez pouvoir bien vous amuser à regarder vos réactions et pas regarder regarder le poison qui ne se répand pas et le faire disparaître comme des magiciennes. Et donc, attention à vos vices, parce que ça, c'est la pleine expression de l'ego. Et en plus, on a tendance à, comme vous pouvez le voir, hein, quand nos croyances limitantes nous bloquent, comme par hasard, on se dit ah merde, j'en suis toujours au même point. Je pensais avoir monté et pouf, ça redescend. Alors, vous constaterez que vous ne descendez jamais aussi bas que vous étiez. Mais en fait, vous montez, hop, et peut-être vous redescendez un peu. Vous remontez et hop, vous descendez un peu, et ainsi de suite. Sauf qu'à la fin, vous redescendez toujours un petit peu, mais vous êtes quand même arrivé ici, alors que vous aviez commencé ici. Donc, il y a quand même une progression dans l'étude de qui je suis, dans l'accompagnement de nos vices, de nos réactions. Voilà, il y a forcément un beau cadeau à l'arrivée. Et donc, on y va alors, hein, que l'on sait que, oui, alors des fois, on y va dans le conflit alors qu'on sait que c'est pas bon, on sait qu'on va finir par pleurer, on sait qu'on va finir par crier. Et parfois, voilà, encore une fois, c'est plus fort que nous, les passions nous prennent. Donc, résister à la tentation, vous savez, je ne sais plus, c'est une phrase biblique, ça, et libérons-nous du mal. Donc, apprendre à observer tout ça. Et donc, vous avez le tableau ici des 7 péchés capitaux, avec l'avarice, l'orgueil, la luxure, la colère, la paresse, la gourmandise et l'envie. Et donc là, il n'y en a que 7.
mais je les ai mises parce que je trouvais que c'était intéressant d'aller rencontrer aussi chaque petit détail dans chaque alvéole. Euh, en tout cas, ces alvéoles des réactivités. Et donc, nos croyances inculquées sont aussi des tremplins à nos envies, avec un S, avec une faute d'orthographe, pardon, notre potentiel parfois inexploré. C'est-à-dire comment de ces envies, de ces rêves, on va pouvoir créer un nouveau possible. Et ça, c'est assez riche finalement pour pouvoir apprendre à développer nos potentiels. Par exemple, on peut se dire, OK, dans la vie en général, qu'est-ce qui me rend jalouse? En quoi tu es jalouse de quoi? Alors le mot jalouse, il est très galvaudé et pas très bien accueilli, mais en même temps, si on l'utilise bien, il peut être un superbe outil pour nous aider. Donc dans le mot jalouse, il y a envier quelque chose. Donc de quoi as-tu envie en fait? Donc finalement, ce que tu jalouses, c'est quelque chose que tu as envie. Et donc, l'idée, c'est de te dire, bah, OK, alors pourquoi? Pourquoi j'ai envie, par exemple, de ce que a quelqu'un ou pourquoi j'ai envie de ça par rapport à l'autre? Ah, j'ai envie de ça pour ça. D'accord. Et une fois qu'on a identifié le pourquoi on a envie de ça, eh ben, en fait, plutôt que de rester encore une fois dans ces énergies de réaction, avec ce poison qui dit j'ai envie, non, l'idée ici, c'est maintenant de noter, tu peux noter sur ta feuille, eh bien, 3 étapes qui vont m'aider à mettre en place le rêve ou l'envie. Voilà. Et ça, en fait, créer cette fenêtre pour être en action, ça va te permettre de libérer toute cette tension de poison, encore une fois. Donc, il y a plein d'exercices ce soir. Hein. Et donc, on continue avec trouver les vertus, un peu d'histoire. Donc, la philosophie de la médiété, hein, la voie du milieu. Donc, théorie de la vertu classique en Grèce et notamment chez Aristote, qui fait de toute vertu un juste milieu entre des excès contraires. Ni trop haut, ni trop peu, la juste mesure, l'équilibre du bi-1, c'est-à-dire 2, 1. Donc, Aristote, vous le voyez ici, vous le voyez ici. Et Platon, vous le voyez ici, j'ai mis un petit A et un petit P pour être sûr qu'on les reconnaisse bien. Bon, ils n'ont quand même pas tout à fait le même profil. Hein. Et il est ici, Platon, également. Et en fait, ces deux figures peintes, on les retrouve ici au milieu. Hein. Donc, c'était pour vous montrer avec la souris que, voilà, c'est encore une fois toutes ces images-là. Vous imaginez le temps que ça a pris pour faire ces peintures et ces sculptures. Et en fait, c'est ce qui a bâti notre histoire. Donc, on est héritière dans notre transgénération de toute cette histoire qu'on a bien voulu nous raconter. Donc, il faut aussi en avoir conscience, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, Aristote donc, a vécu de 384 à 322 avant notre ère. C'est un philosophe grec de l'Antiquité. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris. Il est avec Platon, dont il a été le disciple à l'Académie, l'un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Ou en tout cas, voilà, on nous a appris ça. Il est aussi l'un des... Et puis, parfois, on nous apprend des choses... Enfin, moi, là, c'est mon point de vue de recul. Hein. Mais on nous a appris des choses et pas d'autres. Hein. Donc, on a fait aussi des choix. Donc, en tout cas, il est aussi l'un des rares à avoir abordé presque tous les thèmes, tous les domaines de connaissance de son temps. C'est quelqu'un qui était très curieux et qui a puisé dans la biologie, la physique, la métaphysique, la logique, la poétique, la politique, la rhétorique, l'éthique, tout ce qui est hic, et de façon ponctuelle, l'économique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment pris la globalité de son temps, ou en tout cas de ce qui faisait sens dans la pensée de son temps. Et on dit que chez Aristote, la philosophie, à l'origine, c'est pour lui l'amour de la sagesse.
Donc, c'est bien beau. Et puis, de toute façon, on le sait que philosophie, c'est le mot traduit, c'est la sagesse, en fait. La philosophie, la sagesse voilà, de l'amour. Et donc, c'est compris dans un seul sens plus large comme recherche du savoir pour lui-même, qui est l'interrogation sur le monde, sur les sciences. Et voilà, c'était peut-être le développement personnel de l'époque. Peut-être. Donc, je reviens sur l'homme peut couper ou suivre. Donc, la passion, on va la rencontrer pour trouver en nous le chemin de la libération pour nous libérer. Donc, c'est les exercices que je vous propose. Et donc, qu'est-ce qui est plus fort que toi? Ça, c'est important de le savoir. Et donc, est-ce que j'ai la capacité de résister à la tentation de mes habitudes fonctionnelles? Question que je te pose. Et donc, je reprends cette phrase que je disais tout à l'heure, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, c'est développer notre courage dans l'adversité. Les passions sont puissantes. Attention de ne pas les négliger parce que, voilà, elles reviennent à tout moment. Et donc, l'issue pour se hisser vers le haut, c'est l'ouverture et c'est l'accueil de ce qui est. Ce qui est. Respirer, une pause, le recul, exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec les deux copains là. Au lieu de réagir, tu comptes. 1, 2, 3, tu respires. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je souhaite nourrir? Est-ce que je souhaite nourrir le conflit? Est-ce que je souhaite nourrir la colère? Est-ce que je souhaite nourrir ci et ça? Et qu'est-ce que moi, je peux faire? Parce que vous pouvez très bien me dire, oui, mais moi, c'est pas moi qui me mets en colère, c'est l'autre. D'accord. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que l'on va faire qui va mettre en colère l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour, moi, trouver cette place pour ne pas susciter la colère de l'autre? Et quand bien même la colère est là, qu'est-ce que je peux faire pour observer cette colère sans la prendre pour moi et sans en faire partie? Et si votre recul, ce qui est écrit là, votre recul, votre pause génère encore plus de colère chez l'autre, je vous invite à encore plus rester dans cet espace de non-réaction. Parce qu'à un moment donné, cette colère, elle va peut-être exploser, mais peut-être qu'elle a besoin aussi d'exploser, cette colère, chez l'autre. Et puis après, plouf, ça va retomber comme un gâteau. Et normalement, il devrait y avoir un cheminement. Voilà. Après, en cas par cas, on peut en parler évidemment dans nos séances individuelles, puisqu'effectivement, c'est un point de vue très général. Et je m'arrête là parce que j'ai plein d'exemples qui me viennent, mais il faut vraiment voir au cas par cas. L'important, c'est qu'est-ce que vous souhaitez nourrir? Qu'est-ce que je souhaite nourrir en moi, dans ma relation avec l'autre, etc., etc., etc. Et donc, qu'est-ce que je souhaite là, c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je souhaite alimenter dans ma relation avec moi-même et avec les autres? Voilà, donc si en vous-même, vous arrivez à vous dire stop, ça c'est non, ça c'est plus OK, forcément, ça va aussi générer des réactions chez les autres. Et à la fois, on est là en mouvement dans cette vie, dans ce chemin de libération pour accueillir, accéder à cette liberté d'être nous-mêmes, reprendre notre place et permettre aussi, c'est important pour moi aujourd'hui de vous le dire, aussi permettre à cette planète, à ces animaux minéraux, végétaux, à reprendre leur place aussi. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. La planète, elle est en train de dire, oh stop, parce que les microbes, qu'est-ce qu'on en fait? On les fait sortir. Donc si on veut générer autre chose que être des microbes, voilà, c'est maintenant que ça se place. Donc l'homme, encore une fois, peut toujours couper ou suivre. Donc on est toujours sur ce chemin de libération. Et donc, je vous ai mis des couleurs.
pour que ce soit plus lisible et facile à comprendre. C'est-à-dire qu'en orange, vous retrouvez les passions, en vert, vous retrouvez le chemin de libération et en rose, vous avez la liberté. Ah, j'ai failli éternuer. Et donc, on retrouve vraiment pour l'énotype 1 la colère. Et si l'énotype 1 arrive à être dans l'acceptation de ce qui est et dans le renoncement de la lutte, eh bien, il va pouvoir acquérir cette liberté qui est la sérénité et la patience. L'énotype 1 a besoin de patience, de temps. Il ne s'en rend pas compte, mais il a vraiment besoin de ça pour toucher à cette sérénité. Et il va l'acquérir, voilà, en acceptant. La passion du de l'orgueil, si l'énotype 2 travaille sur sa modestie, sur son effacement, sur, vous savez, j'aide, j'aime, sur je mets ton pull, j'ai froid, bah, si il dit rien, déjà, si il propose pas de l'aide, si il pense pas mieux que les autres, ben, en fait, il va réussir à trouver une humilité. Et donc, l'humilité, chez les négatifs 2, c'est sa liberté. Voilà. Et donc, je le lis quand même. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Et ça manifeste une grande capacité à offrir à l'autre l'inflation de soi. J'aide l'autre et je n'ai pas de besoin. Et donc, le 2 aussi a l'orgueil de se dire, moi, j'ai pas besoin d'aide. Alors que souvent, c'est des négatifs qui ont besoin autant d'aide que les autres, puisqu'on a tous besoin d'être guidés, accompagnés et accueillis, en fait. Vous laissez un bébé tout seul à la naissance, ce n'est pas possible. Donc, on a tous besoin d'être entourés, accompagnés, aimés. L'énotype 3, donc, qui est dans l'énergie de passion, de mensonge, s'il apprend à être moins dans le blablabla, le m'as-tu vu ou le regarde, j'ai réussi, il va réussir à toucher sa propre vérité et donc ça va vraiment l'aider à toucher qui il est vraiment. Le 4, donc la passion de l'envie. S'il arrive à être donc, dans cette autosuffisance, dans le non-envie, ce que j'ai, c'est déjà super, c'est merveilleux, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de mieux. Du coup, il va être dans un état de contentement. Et donc, il pourra aussi accueillir sa bouderie et la laisser partir pour trouver cette équanimité. Parce qu'en fait, le 4 cherche profondément son identité. Et donc, ça va se manifester avec la compassion. Pardon, avec la... Pardon. Ça va pas... comment dire? Avec la compassion, oui. C'est pas mal ce que j'ai dit. Ça va se manifester avec la compassion dans le sens où la compassion, il faut qu'il ait en regard à lui-même. Et donc, la comparaison, c'est pas... Alors, c'est bien et pas bien pour lui. C'est-à-dire comme l'exercice que je vous ai évoqué tout à l'heure sur la jalousie, ce qui est bien, c'est que ça va lui permettre donc de se questionner lui sur quelles sont mes envies, comment je peux mettre en place quelque chose pour arriver à mettre mes rêves en matière. Et à la fois, la comparaison, ça peut aussi être très bouleversant pour les négatifs 4 parce que il a cette tendance à se dire que, bah, voilà, de toute façon, oui, mais moi, je ne suis pas pareil, moi, je suis différent. Et donc, son problème identitaire, il est qu'il croit qu'il est différent de tout le monde. Sauf qu'à la fois, on est tous uniques et à la fois, on est tous des êtres humains avec, si on a la chance d'être bien constitué, 2 jambes, 2 bras, 5, 10 doigts, des yeux, enfin voilà. Donc à la fois, oui et non. Enfin, le 4, il faut vraiment qu'il arrive à trouver son autosuffisance et se dire qu'il est parfait tel qu'il est. Telle qu'elle est. Donc, les natifs 5, l'avarice en passion. Sa chemin de libération, c'est donner l'info. Parce que les natifs 5, il a tendance à garder l'info pour lui. S'il connaît, je ne sais pas, s'il connaît une main,
ben, il va donner que le bout des doigts, hein. Donc, les natifs 5, c'est bien s'il arrive à tout partager, à s'ouvrir et à éviter de noyer le poisson, évidemment. Et ça va l'amener donc à se libérer et être dans le désintéressement. Pas faire les choses pour obtenir quelque chose, mais vraiment faire les choses avec le cœur. Donc l'énéatype 5 qui fait partie du royaume mental, ça va lui faire du bien justement d'aller dans ce royaume du cœur et du corps pour justement aller au-delà de la pensée. Voilà. Et oui, et parler de ses émotions aussi, ça peut vraiment lui faire du bien parce que c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup cacher et qui va donner que le strict mais nécessaire. Parce qu'effectivement, il a toujours cette peur d'être envahi. Donc, la passion de l'énéatype 6, c'est l'excès de peur. La peur pour un rien. Vous savez, ce dinosaure qui arrive dès qu'on ouvre la porte. Donc, pour lui, le chemin de la libération, c'est la témérité. Et c'est apprendre à mesurer le danger. Parce que l'énéatype 6, il a tendance à se dire « Bon, allez, j'y vais !» Sauf que il a oublié de regarder avant et il y avait un précipice sous ses pieds, par exemple. Donc, l'énéatype 6, il a cette ambivalence de il a tellement peur d'y aller, mais quand il va, il ne fait pas gaffe. Donc, un peu de maîtrise, quelque part. Et en fait, tout ça, ça va l'amener à toucher le courage, à être quelqu'un de courageux. Et ils ont conscience de leur peur qui est parfois excessive, mais encore une fois, c'est plus fort qu'eux. Le 7, les natifs 7 dont la passion, c'est la gloutonnerie. Le chemin de libération, ça peut être l'austérité, parce que ça va lui permettre de mettre des limites et ça va lui permettre de, je ne sais pas, je vais prendre un énéatype 7 qui est très très gourmand. Alors là, je pense à voilà. J'ai un énéatype 7 qui est très gourmand et qui aime beaucoup faire la fête et boire de l'alcool, disons. Eh bien, si cette personne, elle continue comme ça, elle part en ivresse. Sauf qu'en fait, si elle est un peu plus austère, c'est-à-dire si elle consomme un peu moins d'alcool, elle sera un peu plus dans cet espace qui l'amènera à sa liberté, qui est la tempérance. Okay, donc, ils peuvent avoir un côté austère. Et là, ça me fait penser à quelque chose d'important, c'est que votre chemin de libération, il est bon, mais il ne faut pas non plus qu'il devienne excessif. Parce que sinon, ça devient une autre pathologie inversée. C'est-à-dire que, imaginons, le 7, il est dans cette gloutonnerie, sauf qu'il peut prendre comme on dit, il peut prendre le pendant. Et donc, ça veut dire que s'il se dit « Ah tiens, l'austérité, ça marche bien pour moi », il peut devenir austère tout le temps. Et ce n'est pas non plus ça, en fait, qu'on propose. C'est vraiment, encore une fois, trouver cette vertu, trouver cet équilibre entre tout ce qui fait sens pour cette liberté. Donc, voilà, accueillir cette tempérance, ni trop ni trop peu, qui va bien au 7. Et donc, voilà, ça se manifeste dans le plaisir, la jouissance, tout ce qui est agréable. Et j'ai mis, parce que là, on en parlait tout à l'heure, par exemple, typiquement, l'énéatype 7, s'il y a un conflit, ça fait en fait, chaque énéatype a une réaction spécifique, plutôt fuite ou plutôt lutte. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, l'énéatype 8 est plutôt une tendance à être dans la lutte, et là, l'énéatype 7 a plutôt une tendance à être dans la fuite. Et en fait, c'est dans son comportement général, comme c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à s'ennuyer, c'est quelqu'un qui va fuir l'ennui. Et donc, voilà. Et voilà, il va créer toutes ces gloutonneries. Et donc, je refais un clin d'œil par rapport à l'énéatype 8, donc qui lui est dans une passion d'excès. S'il va toucher cette énergie de chemin de libération puritain, sobriété, il va venir accueillir la simplicité. Il n'a pas besoin de toujours plus. Et donc, dans cette question de toujours plus, voilà, lui, il est dans la lutte, toujours plus, toujours plus. Tu vois. Et le 9, sa passion, c'est la paresse. Son chemin de libération, c'est l'hyperactivité.
Bon, encore une fois, rares sont les 9 qui finissent hyperactifs à fond, parce que ce n'est pas leur zone de confort, je dirais. Mais en fait, le fait de parfois se mettre dans des états d'hyperactivité peuvent leur transmettre une forme d'équilibre pour justement trouver une simple activité. La vertu, c'est la direction du mouvement de la vie. C'est l'expression du mouvement pour chacun des êtres vivants, de l'énéagramme et de la vie. C'est l'expression d'une liberté, cette vertu. Et donc, c'est la volonté de choisir le mouvement de la vie et pas rester coincé dans nos problèmes quotidiens, pas rester coincé dans nos schémas, pas rester coincé dans nos limitations et nos croyances limitantes. C'est aller à la rencontre d'eux sur le chemin de la libération et pour la liberté d'être soi. Les vices et les vertus, en fait, c'est les dualités de paradoxes. Donc, comme on a parlé de la vertu, voilà, avoir conscience de nos vices, comme on l'a vu. Et donc, avoir cette liberté d'être soi-même et de retrouver son libre arbitre qui n'est pas en lien ni à une éducation, ni à une politisation, ni à une société, mais vraiment en lien avec soi-même et ses valeurs. On en a déjà parlé. Donc la vertu, c'est l'équilibre, c'est ne pas succomber à cette tentation. Et les vices, c'est tomber et nourrir dans la passion, dans la tentation, et c'est ce qu'on appelle donc cet état affectif déséquilibré. On raconte, on dit que la vertu n'est pas innée, c'est le fruit de la liberté, c'est quelque chose qui va s'affûter, qui va se polir avec le temps, qui demande un effort constant, qui demande d'être en conscience, de faire des choix de non-réaction ou de réaction, parce que des fois c'est l'inverse, des fois c'est l'état de réaction qui manque. Et diriger au quotidien cette vertu pour vraiment l'intégrer et que ça se fasse tout seul. Et j'en témoigne, le fait de travailler sur la non-réaction, en fait, ça permet vraiment, à un moment donné, je vous le promets, de ne plus l'être et d'être vraiment en mode recul observatrice de ah ouais, et au fur et à mesure, vous verrez que ça fera ah ouais, mais ça ne me fait plus rien. Tu peux me dire ça, il y a quelques années, j'étais écroulée, maintenant c'est fini. Et à la fois, voilà, accueillir aussi ces moments de mouvance, de ah tiens, là ça me touche plus qu'à tel moment. Et ça, vous pouvez le voir en tant que femme avec les lunes. Selon le cycle de la lune, eh bien, peut-être on vous dit quelque chose à un moment d'une lune, pleine lune ou nouvelle lune, et vous n'allez pas réagir pareil. Vous pourrez vous dire, ah tiens, c'est intéressant. Quand on est dans cette période de lunaison, ah, ça me fait quelque chose ou ça me fait rien. Donc voilà, l'idée ici, c'est de vous permettre de vous connaître encore davantage et d'être bien avec vous-même. Donc, ça, on ne va pas le faire ce soir, on reprendra. Ouais, donc je vous invite à prendre un papier, un crayon. Et donc, pendant 5 minutes, alors je vais arrêter le partage. Donc, ça continue à enregistrer, oui. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon. Et je bloque l'écran comme ça, vous n'êtes pas influencé. Et donc, à partir de maintenant, je vous invite à écrire sans vous arrêter. Ne réfléchissez surtout pas à ce que vous allez écrire. Vous écrivez. Laissez votre main, votre cœur écrire au travers de vos doigts comme le fait un graphiste. Vous pouvez fermer les yeux pour pratiquer cet exercice, mais écrivez, écrivez, écrivez. Le décompte a déjà commencé. Écris ce qui vient maintenant. Écris des mots, écris des phrases, écris des dictons, écris des chansons. Un peu et puis passe à autre chose. Je sais pas moi, j'écris.
maintenant. Il reste encore 4 minutes. Écrivez, 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 écrivez. Et on est reparti après votre écriture pendant 5 minutes. Donc voilà, l'idée ici, c'est ne pas s'arrêter à écrire. Et une fois que vous avez arrêté d'écrire, les 5 minutes sont passées, l'idée, c'est de surligner les mots-clés, ou en tout cas les mots qui sont importants pour toi, et de transformer tous ces mots en une phrase, en un mantra, en une phrase positive, une phrase mentor qui va te donner du courage. Donc, je t'invite à faire ça. Et puis, on en reparlera prochainement ensemble. Éventuellement aussi lors de notre rendez-vous individuel. Donc, cette phrase mentor, c'est une phrase qui va, dans l'idée, te guider pour accéder donc à ta vertu et à ta force de libération. Voilà. On est là. Et donc, ça nous amène à cet espace d'idées supérieures, ce mantra. Donc, c'est se détacher de nos masques, de nos souffrances, puisque ces souffrances, ces croyances limitantes, c'est des repères que l'on a depuis toujours. Donc, vraiment, s'en libérer, cette phrase va t'aider, va t'accompagner sur ce chemin-là. Et donc, quelques exemples avec l'énéa type 3, par exemple, qui est attaché à la récompense. Tu vois, il y a le petit pont, hop, il passe le pont, il a un bonbon. C'est la phrase clé de l'énéa type 3. Eh bien, faire, pour l'énéa type 3, faire sans recevoir de récompense, c'est super difficile pour lui, parce que c'est son seul unique repère. D'ailleurs, j'ai oublié un S. Mais donc, c'est son seul repère. Et donc, c'est quelque chose qui est devenu une habitude pour lui. Une récompense à chaque fois qu'il fait quelque chose. Donc, il va falloir qu'il apprenne à faire sans recevoir et qu'il y prenne du plaisir. C'est pas le tout de faire, bon, ça y est, c'est fait. Non, l'idée, c'est de ah, ça y est, c'est fait, j'ai réussi à le faire sans attendre de récompense. Récompense de l'extérieur. Ici, l'idée, c'est de nourrir la récompense à l'intérieur de lui-même. J'ai réussi. Voilà, c'est tout, c'est un fait. Ce qui est, est. Cette phrase, ce qui est, et elle vaut pour tout le monde. Hein. L'énéa type 4. On raconte que l'énéa type 4, il construit sa prison dorée. Il joue un rôle dramatique de dramaturge parce que il adore penser que l'on va venir le chercher. Et donc, on a, je crois, c'est Ray Spons, peut-être, ou en tout cas, il y a une héroïne de bande dessinée, de dessin animé, qui, vous savez, habite dans une espèce de... Enfin, qui est enfermée, en fait, dans cette prison dorée, dans cette colonne. On peut l'appeler aussi la tour dans le tarot. Et en fait, elle laisse ses cheveux pendre en fait pour que son chevalier servant puisse monter la libérer. Et l'idée ici, c'est que les natifs 4 puissent justement se libérer elle-même de sa prison dorée et de son château. Ainsi, les natifs 4 va pouvoir cultiver aussi une forme de fierté d'avoir réussi par elle-même, par lui-même. Et encore une fois, chez tous ces énéatypes, l'important, c'est de venir offrir sa liberté aux autres, à soi et à Dieu. Voilà, pas laisser le poison envenimer. Et donc, accueillir la transformation. Et je vous ai mis la carte tarot numéro 13, puisque c'est la carte de la transformation, de la transmutation et du dépassement de cet état de base de soi.
Accueillir le fait avec notre idée supérieure, notre mantra, je suis amour et vérité, je suis absorption universelle, je suis l'amour universel, je suis la vie, je suis le mouvement dans la vie et tout ce qui vit est amour. Donc, je ne suis pas juste ça ou juste ça, vraiment revenir à ce qui est l'essence en nous. Et donc, c'est égal à la mort de la personne que l'on croit être. En fait, je suis pas ci ou je suis pas ça. En fait, je suis juste moi, ce qui est est. Je suis, c'est tout. Alors, je suis peut-être pas grand-chose, mais je fais de mon mieux, puis je le fais avec amour. Et c'est ça, en fait, qu'il faut venir retrouver. La mort, elle est multiple, elle est constante, elle est à chaque instant quand on perd nos cheveux, notre peau, etc. Elle est dans le mouvement de la vie, elle est comme le yin, comme le yang, qui font partie de nous. Chaque nuit, c'est la mort d'un nouveau jour et chaque hiver, c'est la mort du prochain printemps. Ce qui est, c'est inéluctable, c'est comme ça. Et accueillir, voilà, ce qui est de nous. Et donc, à nous de perpétuer ce cycle de vie et ne pas nous enfermer dans une rigidité, dans une croyance, d'un système unique, d'un système qui est parfois malade parce qu'il n'est pas en mouvement. Si le système n'est pas en mouvement, ben, vous voyez bien, hein, une montre, quand elle ne tourne plus, c'est qu'elle est cassée parce que le temps, il continue de tourner. Ça, c'est un bel exemple. Et donc, parfois, voilà, tout ce qui ne bouge plus est sans vie et tout ce qui est sans vie est sans, sans espérance et sans vertu. Voilà, donc les idées supérieures à retrouver en soi pour pouvoir grandir sur ce chemin de libération. Et donc, quand tout va bien, pas se dire tout va bien, j'ai pas besoin. Au contraire, quand tout va bien, profites-en. Quand tout va bien, il faut nourrir le bien. Quand tout va bien, tu respires là-dedans. Tu te dis ah, je vais bien. Ça fait quoi dans mon corps? Ça fait quoi dans mon cœur? Ça fait quoi dans ma tête quand je vais bien? Tu peux même prendre un temps pour écrire. Tu te notes cet exercice. Quand je vais bien, je note comment je me sens. Pour pouvoir en fait te donner une lignée. Quand tu vas pas bien, tu relis comment t'es quand tu vas bien pour justement retrouver ce chemin d'être en paix. Et nourrir continuellement ce bien pour que ce soit constant. Et à la fois expérimenter ces états de bien en toi et avec les autres. Et voilà, et grandir sur ce chemin avec d'autres. Parce que la vertu, c'est ce qui va élever, tout ton être, élever toute la conscience, élever tout ce qui a à être élevé vers la lumière. À la différence de tout ce qui est passionnel, qui s'enflamme, qui s'embrase, qui se consume et qui fait souffrir. Sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, la vertu, ça s'affûte, ça se police, on en prend soin. Eh bien, c'est ça, prendre soin de ces espaces de bien. Et aussi accueillir le reste, évidemment. Et plus tu vas accueillir, plus tu auras des espaces de bien. Et tu pourras aussi plus facilement retrouver les espaces de bien dans les espaces de perdition et les espaces de passion. Ça ira plus vite à s'enclencher. Les idées supérieures, alors c'est toujours à yin-yang, hein, évidemment, mais elles sont aussi en lien aux fixations. Donc l'idée, c'est de libérer ces idées supérieures et de ne pas les figer, de les laisser en mouvement. Parce que tout ce qui est figé, c'est une perte de souplesse et donc une rigidité. Et ça, on peut le reconnaître principalement chez les néatypes 1, parfois les néatypes 8 qui sont très, très, très rigides. Et donc, nos tendances à nourrir notre énéatype, c'est toujours voir de la même façon, chercher nos présupposés dans le monde,
Dans la vie, on va chercher des expériences qui valident les croyances qui à l'intérieur de nous. Et on perd l'objectif sur la vie, sur la réalité, ou en tout cas sur la globalité de la réalité. On perd l'objectif parce qu'on est centré sur nous-mêmes et sur nos croyances. Les modes objectifs, c'est différent du mode du sujet. Donc l'objet, le sujet. Et le sujet, tout ce qui va être dans la lecture de l'objet va être... c'est différent, c'est déformé. Et c'est ce qu'on dit souvent par rapport à la planète, à la nature. L'être humain, à un moment de l'existence, a considéré qu'il était le seul sujet. Vous voyez un peu la royauté. Il était le seul sujet et tout le reste de l'existence était des objets. Et que tous ces objets étaient possibles d'être des objets à acquérir. Et donc, la nature est devenue un objet. Les animaux sont devenus des objets. Tout est devenu des objets et tout a pu s'acheter. Sauf qu'en fait, la résilience et la liberté qu'on va retrouver, c'est une fois qu'on s'observera nous en tant que sujet, puisqu'on est je suis, blablabla, je. Ok, donc on est un sujet. Mais reconnaître aussi qu'autour de nous, il y a plein d'autres sujets et que tout peut aussi être en lien avec une entité, une force, une puissance. Alors, une plante, c'est pas un objet, c'est un sujet. Et moi, j'adore. Alors, j'ai oublié son nom à chaque fois. Je croyais que c'était Victor Hugo, mais non, c'est. Je regarderai qui est-ce. Mais il y a un auteur qui dit une phrase que j'adore. C'est objet inanimé, avez-vous donc une âme? Et pour moi, depuis toute petite, où j'ai dû apprendre ça en poésie, pour moi, oui, les objets inanimés, ils ont une âme. Un exemple, quand j'étais petite, et enfin depuis toujours, je dessine. Et j'ai une copine de classe qui voulait toujours me piquer mes crayons parce que pour elle, c'était les crayons qui étaient magiques. Et c'est juste génial. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Mais oui, tous ces crayons, ils sont magiques, ils ont des kilomètres d'encre et on peut dessiner avec. C'est génial. Donc, voilà, avoir un peu de recul et pas se considérer comme seul sujet, mais voilà, notre maison a une âme, notre maison est une forme de sujet, notre nature, notre planète, voilà, tout est sujet, ou en tout cas, tout a une importance, tout a une importance en fait. Il n'y a pas une chose qui est moins importante parce que elle serait considérée comme un objet et nous comme un seul sujet. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Je vais remettre le chat comme ça si vous avez des questions. Et donc voilà, le mental déforme et utilise la vie pour renforcer l'ego. Quand l'ego ou quand voilà, une partie de nous, enfin voilà, l'ego ne connaît pas quelque chose ou a peur de quelque chose ou est en colère contre quelque chose ou est dans l'apparence de quelque chose, en fait, l'ego, il va dire bah non, tant que j'ai pas la preuve, non, non, non. Et en fait, par cette façon de réagir, l'ego va venir bloquer l'énergie qui doit circuler, ce mouvement, cette vertu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur cette énergie de l'ego et de le libérer et de dire, OK, alors, tableau de vision, on va imaginer, par exemple, notre vie de rêve. Eh bien, une fois qu'elle sera réalisée, lui, il dira, bah oui, je le savais. Donc, oui, merci. On va nourrir ça. On va nourrir les possibles. OK. Donc, on continue si dans le chat, c'est OK. Donc, pour revenir sur chaque royaume, non, là, c'est pas les royaumes. Non, si, c'est ça. 2, 3, 4, c'est le royaume émotionnel. Donc, le royaume émotionnel a tendance à se nourrir à la fois des expériences du passé et du futur pour être
en état de réussite. Ok. Les néatypes 5, 6 et 7, qui font partie du royaume mental, se nourrissent à déformer le futur. Donc, c'est être en force et en faiblesse de ces visions du futur. Ils peuvent concevoir la notion divine. Pour eux, les animaux, eux, sont au présent. Et c'est intéressant, en fait, pour eux d'être en lien avec des animaux qui vont leur renvoyer justement cet état de moment présent. Et comme même, je- j'ai parfois tendance à parler animaux et enfants sur la même fréquence, parce que pour moi, les animaux et les enfants, en général, on leur dit alors attends, là, on fait rien, mais alors après, on va faire ça, et puis après, on va faire ça, après, on va faire ça. Sauf que moi, si je dis à mon animal, bon, bah alors, dans 2 heures, on va faire une promenade, qu'est-ce qu'il entend? Il entend promenade, hein. Il n'entend pas dans 2 heures, hein. Et je crois que les enfants, c'est pareil, hein. Imaginez, alors dans 2 heures, on mange un super gâteau au chocolat ou des gaufres. Je ne suis pas sûre que l'enfant il dit bon bah d'accord, alors attends, dans 60 minutes fois 2, alors d'accord, ça fait une probabilité de. Non, non, je pense que effectivement, et le chat confirme, hein, voilà, on a des êtres vivants avec nous qui vivent à l'état présent. Et ça fait beaucoup de bien à tous ceux qui sont dans le royaume mental, 5, 6, 7. Revenir à cet espace-là. Pour ne pas être que dans leur tête, que dans leur projection. Et ça leur permet aussi d'aller venir travailler l'ancrage au niveau du cœur. Et donc pour eux, c'est très très bien aussi de faire de la méditation. Alors c'est bien pour tout le monde, mais en tout cas pour les mentaux, c'est très intéressant. Et d'autant que ce sont des énéatypes qui peuvent avoir tendance à faire des méditations en mouvement. Je suis bien placée pour vous le confirmer. Mais c'est bien aussi qu'ils fassent des méditations sans bouger. Parce que, euh, parce que c'est comme ça. Ça peut les aider justement à revenir dans l'instant présent. Et pas dans ce mouvement. Parce que le mouvement, c'est toujours un balancier d'un pas en avant, tout ça. Et en fait, voilà, il y a vraiment un mouvement qui fait qu'ils ne sont pas dans l'instant. Et à la fois, ça c'est la paradoxe, hein, et à la fois pour ceux qui sont dans le mental, donc ça vaut pour tout le monde, hein, même les émotionnels et les instinctifs, le fait de marcher, ça fait marcher cerveau droit, cerveau gauche, par le mouvement du balancier du corps. Donc ça vient sécréter dans le corps des réactions qui font que la pensée elle est moins sclérosée et moins bloquée. Donc, quand vous n'allez pas bien, hein, je le dis souvent dans mes accompagnements, allez marcher, allez courir, mettez-vous en mouvement, revenez dans le corps. Pour moi, c'est magique. En tout cas, pour tout le monde, les accompagnements que je fais, chaque fois que je vous propose de revenir dans le corps, c'est vraiment génial. J'adore. Et donc, justement, en parlant du corps, on a les néatypes 1, 8 et 9 qui sont dans l'instinctif et qui se nourrissent de l'expérience du passé. Et qui notent, et qui répertorient, et qui se référencent. Et pour les énéatypes instinctifs, qui sont instinctifs, semble-t-il, au plus près du corps, c'est bien quand même s'ils retournent dans leur corps. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on habite le royaume de chaque état qu'on le fait bien. Donc ça vaut pour les mentaux et pour les émotionnels. Et oui, merci pour le chat. Tout à fait d'accord. Et les croyances, c'est la déformation qui donne du crédit à l'ego. On tient donc à chercher à valider nos croyances. Allez donc savoir pourquoi. On fait ce genre de choses, mais on le fait. C'est ah, tu vois, je t'avais dit, hein, haha. Et donc, le mental peut refléter le réel et voilà, apprendre à devenir objectif. Le corps qui s'exprime dans le mental est sage, plein de sagesse et d'enseignement. Donc chaque énéatype va transformer d'une certaine mesure par le fruit d'un effort, déforme la réalité. L'idée, c'est de revenir à être objectif
et accueillir ce qui est le magnifique reflet comme un appareil photo, pouvoir prendre ce recul, observer et apprendre à partager l'objectif, le magnifique reflet de soi-même et de l'autre, apprendre à communiquer avec soi et avec les autres, sans déformer et en accueillant complètement qui nous sommes. L'énéatype 1, dans son idée supérieure, eh bien, c'est la sagesse. Et ça, on va le faire pour chaque énéatype. Donc, à vos stylos. Donc, le perfectionniste qui est donc dans la perfection va avoir une tendance à juger ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien fait. C'est très important, perfectionniste, hein, que les choses soient bien faites, correctement. C'est quelqu'un qui va être très exigeant, qui va porter beaucoup d'importance au cadre, au rangement, à quelque chose, à une approche d'intelligence fine, voire excellente, pour trouver un équilibre parfait, selon son point de vue. Hein. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le point de vue d'un autre. Donc, c'est ce qui est un petit peu délicat à comprendre chez les énéatypes 1 parce qu'ils sont convaincus que c'est la meilleure chose à faire. Mais encore une fois, depuis leur point de vue. La perfection, c'est la vie profonde, l'être réalisé. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est parfait à chaque instant, rien n'a besoin d'être amélioré. C'est une phrase que l'énéatype 1 a besoin d'entendre. Rien n'est pas bien, rien n'est pas comme il faut. Il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à corriger. Ce qui est, c'est comme ça. On y est, c'est comme ça. Donc la sagesse est parfaite, mais nous la perdons en nous incarnant. Notre rôle est de la retrouver avec le cœur, avec notre être profond pour se retrouver complètement. Pourquoi j'ai mis 2 ? Je ne sais pas pourquoi il y a un 2. 2 idées supérieures, donc la perspective de la réalité pour les perfectionnistes et la vision telle qu'elle est, objective. Et dans cette perception, il y a un bien derrière toute chose. Et ça, on le voit souvent hein, dans nos vies et nos expériences. On se dit, est-ce un bien, est-ce un mal? L'avenir nous le dira. Et effectivement, il y a des fois des pas bien pour libérer. Et quand vous voyez quelqu'un, ouais, c'est compliqué. Bref, en cas par cas, on peut en reparler aussi si vous avez besoin, mais il y a un bien derrière chaque chose, chaque expérience. Il y a un équilibre en tout cas, si ce n'est pas un bien. L'énéatype 2, donc son idée supérieure, la liberté. Les énéatypes 2 rêvent de liberté, de grands espaces, d'être libérés. Donc sa fixation, c'est la flatterie vers l'autre. Son idée supérieure, la liberté. Et ce que cherche le 2, c'est l'apaisement pour justement trouver cette liberté. J'ai le témoignage d'une énéatype 2, justement. Quand on m'offre un temps de liberté, elle en rêve, mais elle ne sait pas quoi en faire. Et en fait, du coup, elle culpabilise parce que soit elle ne s'occupe pas des autres, soit mince, j'ai pas eu le temps d'y penser et donc j'en profite pas à 100%. Et en fait, parce qu'elle ne sait pas s'occuper d'elle. Donc, merci à Madame D. La vraie liberté, c'est le non-attachement. C'est vivre pleinement qui on est, pas être enfermé. C'est apprendre aussi à couper le cordon ombilical. C'est savoir reconnaître que l'amour est fondamentalement libre. On ne force personne à nous aimer. Et surtout pas avec ces pratiques d'énéatype 2. La vraie liberté, donc, c'est la fluidité, c'est le mouvement. C'est la sagesse qui est de suivre le mouvement de la vie librement. Et donc, je fais le choix de ce qui est amour, adhérer par choix et par amour à la vie. Lien vers l'unité et la légèreté. Donc, légèreté, liberté pour les natifs 2. Les natifs 3, l'idée supérieure, l'espérance. La fixation, la vanité, l'orgueil et la prétention. Donc, l'espérance avec la foi. Ne pas fixer sur le futur, avoir confiance en l'avenir, faire confiance en la vie. Ce qui est encore.
La récompense, lâcher, voilà, vraiment lâcher prise là-dessus, croire qu'il y a une place pour nous, croire en la beauté sacrée, croire en la délivrance. Vraiment se libérer pour les énatypes 3. L'espérance, donc conscience qu'à chaque instant, la vie crée de la logique intelligible, que tout est transparent, tout est limpide, et savoir qu'il y a une grande objectivité, car tout se déploie naturellement comme il doit être. Même si on vit une période de chaos, c'est comme ça. Et en fait, ce qui sera, sera, ce qui doit être est. Et, euh, et ça fait partie de la vie. L'âme nous ramène à bon port, être en confiance, en espoir. L'être nous ramène à l'essentiel. La vie se charge de mettre la direction à prendre devant nous. On n'a pas de pouvoir sur la vie. La vie nous guide, nous emmène. Le plan divin se déploie dans nos vies. Laisse-toi porter, laisse-toi guider. Peut-être justement écouter des guidances. Tu ne peux pas ne pas aller dans le sens, dans la direction de la vie, avec le temps. Et la vie tend vers l'unité. La vie tend vers l'être. Et tout ça, c'est ce qui va vers Dieu, vers la forêt, vers la rivière, vers ce qui est divin en toi. L'énatype 4. L'idée supérieure, l'originalité. La fixation, la mélancolie. Sens qui manque de quelque chose. Donc l'originalité va permettre cette particularité, une unicité, être unique, différent dans la beauté, être aux sources de l'origine. La création se fait création dans le moment unique en fait. Chaque seconde est merveilleusement unique. Donc chaque énéatype 4 est merveilleusement unique. L'originalité, il n'y a rien à faire pour être unique et différent. On l'est. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire pour être unique. Ah, je pourrais me couper les cheveux un peu plus courts, je pourrais les laisser pousser un peu plus longs. Ok, mais ce qui est ici et maintenant est juste parfait. Il n'y a rien à ajouter à soi pour être unique. On est unique et merveilleuse. Le témoignage d'une 4, je manque d'originalité, je dois créer quelque chose pour être unique. Alors voilà, là il y a l'association avec l'énatype 1. On ne doit rien du tout. On est obligé de rien du tout. Même si parfois la société nous renvoie tout ça, on est vraiment obligé de rien du tout. Le 4 se travertit et crée sa propre mascarade, sa propre hypocrisie et son propre déguisement parfois. Tension entre être similaire et être différent. Mais de toute façon, on est tous différents. Personne ne va me regarder, je n'ai pas d'existence et quand on la regarde trop, elle va bouder car parfois ce n'est pas le moment qu'elle a choisi pour être vue. Alors, je ne sais pas si ça parle aux énéatypes 4, mais c'est une femme tout ça, c'est des témoignages d'individus que j'ai connus. Et donc, vraiment, c'était vraiment incroyable de l'écouter parce que c'était vraiment ça. Ah, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me voie. Mais puis, quand son mari lui dit ah, mais qu'est-ce que t'es belle dans cette robe, elle dit ah, mais non, mais pas du tout, je suis en robe de chambre, tu vois. Enfin, j'attends pas de mon mari qui me dise que je suis belle en robe de chambre. Non, moi, je veux qu'il me dise que je suis belle quand on va en soirée. Et là, c'est typique réaction d'une énatype 4, en fait, voilà, c'est jamais au bon moment. Super, merci pour vos témoignages dans le chat, c'est vraiment super. Et ben voilà, donc pour cet énéatype 4, et je continue. Donc l'énéatype 5, l'idée supérieure, l'omniscience. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que certains témoignages ou certains points de vue vont vous parler à fond, vous allez dire « Ah ouais, c'est carrément moi » ou « Ah ouais, c'est carrément mon compagnon, ma maman, mon papa et mes enfants ». Et à la fois, des fois, vous allez faire « Ah non, mais ça ne me parle pas du tout ». Et c'est ça qui est intéressant de ressentir et d'observer. Donc le 5, l'omniscience, sa fixation, détachement. L'idée supérieure, le savoir, la science du savoir.
Et donc, c'est quelqu'un qui pense le monde pour pouvoir le vivre. Quelqu'un qui aime chercher, chercher, chercher la perfection et qui aime chercher, être dans sa cabane, dans sa chambre. C'est des individus qu'on a pu évoquer comme des chamans parce que ce sont des gens qui vivent reclus, dans un être de forme supérieure, science supérieure, savoir tout sur tout et science pour tout. Hein, tout est mental. Ce qui est intéressant, encore une fois, hein, je le rappelle, c'est que cet énéatype 5, souvent, ça va être des individus qui peuvent être enseignants, sauf que ils vont limiter leur don de savoir. Hein, ils vont vraiment... Et l'omniscience, c'est toute l'information qui est présente ici et maintenant. C'est vraiment se dire que voilà, de toute façon, si tu as une idée, ça ne sert à rien de la mettre en boîte parce que l'idée, elle est faite pour vivre, elle est faite pour être en mouvement. Et si toi, tu as une idée, ça veut dire que quelque part sur la planète, en même temps que toi, il y a quelqu'un qui a la même idée. Et il y en a plusieurs qui ont la même idée. Donc, en fait, ça ne sert à rien de la scléroser parce si l'idée arrive de quelque part, c'est qu'elle doit être. Donc, apprendre à faire confiance. Expérimenter toute la sagesse ici et maintenant. L'information est dans ce qui vit au moment présent. Si elle arrive pour toi, elle arrive pour d'autres et c'est qu'elle a besoin d'émerger. C'est faire confiance à la sagesse qui s'exprime à chaque instant. Je sais que je sais, ok, c'est bon. C'est juste ça qui est important. Maintenant, partage-le, diffuse-le. Être assuré, être rassuré. Vivre l'expérience. Il y a ce qu'il y a, ce qui est. Le 6. Donc, le 6, c'est bien s'il nourrit la foi. Parce que sa fixation, c'est le doute, la suspicion. Il a besoin d'être en sécurité, de border. Ok, je peux sortir, il n'y a pas de dinosaure. Donc, vraiment cultiver la foi, la croyance en l'univers, le tout, l'unique, le Dieu. Après, les énatypsistes peuvent avoir une tendance à idolâtrer un peu trop. Donc, oui, le Dieu, mais pas en mode je m'abandonne pour le Dieu en lequel je crois, hein, mais vraiment marcher côte à côte, pas mettre l'autre sur un piédestal. Avoir confiance en la vie, avoir confiance en lui et nourrir vraiment, vraiment la confiance et la foi. Témoignage d'une E6, donc doute constant, mais je veux bien faire. Je veux bien croire que c'est possible d'être en confiance, mais pas chez moi, pas pour moi, pour les autres, ok. Quelqu'un qui a une vision dévalorisante d'eux-mêmes. Les autres pensent notre vie à notre place. Cela semble mieux pour eux car ils font trop de scénarios et ne trouvent pas de solution. Ils préfèrent les ressources des autres et se lancent rarement à l'aventure. C'est trop risqué. Merci à V. Valérie. La foi. Comment je suis sûre que c'est ça? Tu te fais confiance. L'assurance que le fondement, l'être est le fondement. Confiance en ses ressources intérieures. Il est soutenu par ses ressources. Tout est là, pas besoin de quelqu'un d'autre. Être courageux pour s'accorder à soi, à la confiance que l'on met dans les autres. Voilà, donc reconnaître que ce qu'il y a dans les autres peut être en soi aussi. Et donc le 6, vis ta vie. Si tu ne la vis pas, qui peut la vivre à ta place? Ça, c'est une super phrase, mantra pour les énatypes 6. Vis ta vie. Si tu ne la vis pas, qui peut la vivre à ta place? Pour nourrir le courage. Énéatype 7. L'idée supérieure, le travail, la fixation, la planification. Témoignage d'une 7. Sensation d'être esclave du temps. Sensation de contrainte dans le quotidien classique. Tendance à l'ennui. Je me sens incapable de nourrir le système quand il est perverti. J'ai besoin de me déployer dans un job amusant, créatif et où je me sens dans le jeu de l'essence de la vie vraie. C'est moi. Quelqu'un d'autre, énéatype 7. Au boulot, je suis en working place open. Et parfois, je m'ennuie. Alors, je lève les yeux et je regarde par la fenêtre. La dernière fois, j'ai vu un pigeon sur l'arbre. Et puis après, j'ai vu une mouche. Puis je me suis demandé, en fait, chez la mouche ou chez le pigeon,
Est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Et la collègue qui était en face de moi dans l'open working, elle s'est mise à voir en fait ce que je faisais et elle s'est mise à participer à mon questionnement et on a ri et c'était chouette. Merci à Nathalie pour son témoignage qui nous montre que les natifs 7 passent voilà, d'une mouche à un pigeon, à machin, avec des idées hyper farfelues pour en fait aller chercher cette espèce de sourire, jouissance de la vie plutôt que d'être là devant son ordi à s'ennuyer tout seul. Ça, c'est typique natif 7. Donc l'idée, c'est vraiment apprendre à se concentrer, à être dans l'effort, à être dans le travail, mais pas avec l'étymologie qu'on connaît au mot travail, qui est l'esclavage, mais vraiment le travail du côté voilà, nourricier de l'effort. Donc, l'effort comme une récompense intellectuelle, comme une stabilité, comme une, comment on va dire, quelque chose qui ramène à une seule chose et pas à de multiples choses, pour que les natifs 7 n'aient pas à fuir dans l'imagination, mais aillent plus chercher en profondeur l'authenticité de ce qu'il fait, ne pas chercher à être dans le divertissement et la fuite de l'ennui. Donc la concentration sur soi est indispensable. L'effort de concentration sur soi, ajoutons même. Et encore l'effort de concentration. Sortir l'essence, la substance de l'être. Aller du côté de la persévérance. Ne pas zapper. Ça, c'est aussi la génération zapping. Et Natif 7, zap, 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 zap. Donc, aller en profondeur, investir avec effort dans une direction donnée. Travail d'effort, de concentration, méditation statique de préférence et méditation en mouvement par goût. Mais en tout cas, la méditation est très bonne pour les natifs 7. Les natifs 8, l'idée supérieure, la vengeance. Essayez aussi de ne pas dissocier chez les natifs 8 le moi et l'autre pour qu'ils puissent conscientiser en lui que être en vengeance vers quelqu'un d'autre, c'est aussi quelque part être en vengeance contre lui-même. Donc l'idée supérieure, ça va être l'altérité et accepter la différence. L'altérité, c'est considérer le tout plus important qu'un parti pris. Moi, l'autre, nous sommes des cellules du même corps. Si je blesse l'autre, je me blesse moi-même. Ça, c'est vraiment important pour les natifs 8 de le comprendre parce que peut-être on a été dans nos sociétés quelque part un peu menés par des natifs 8 qui étaient à tout prix, je vais y arriver, et donc qui étaient comme des bulldozers en train de défoncer par exemple la mère nature, par exemple. Et en fait, ben voilà, ok, super, maintenant on a besoin de reconstruire la nature. Et reconstruire la nature, c'est reconstruire notre propre nature. Puisque je vous le rappelle, les natifs 8, tu es avec lui ou contre lui. Donc un chef d'entreprise, c'est avec lui ou contre lui, on peut imaginer ce que ça peut donner. Surtout s'il a du pouvoir. D'autant que c'est des individus qui aiment le pouvoir. Donc en général, ils y arrivent. Voilà, je pense entre autres au président russe, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à avoir en conscience et à accompagner. Et à la fois ce partage que savoir ce qu'on choisit de nourrir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai quelques bouquins, quelques témoignages en ce moment sur l'espoir et sur le fait que il y a des bonnes actions quand même qui se mettent en place. Je vous parle beaucoup de la planète. C'est très actif dans mon quotidien aujourd'hui. Et donc, il y a des grands PDG qui, voilà, qui par le passé ont pu détruire des choses. Et aujourd'hui, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une mode de celui qui va prendre soin de la nature. Et donc, il y a des PDG qui ont détruit des pans de planète, qui ont mis des choses en œuvre pour reconstruire la planète et en tout cas lui donner des outils de reconstruction autonome.
et on a des preuves comme quoi ça marche. Donc, continuons sur cette lancée. Lançons la grande mode à tous les Enneatype 8 et tous les chefs d'entreprise pour leur dire « Ouais, c'est super, on a besoin de vivre, on a besoin d'oxygène, on a besoin de manger, on a besoin d'aimer, on a besoin de vivre vraiment. » Voilà. Et je me dis que si des gens de pouvoir comme ça ont cette capacité qu'a l'Enneatype 8 d'apaiser cette énergie de vengeance pour le bien commun, waouh, ben, ça peut être sympa. L'Enneatype 9, l'idée supérieure, l'Enneatype 9, c'est l'amour. La fixation, donc, c'est l'oubli de lui, l'oubli de soi. C'est quelqu'un qui va être dans l'optimisme et dans l'amour pour le grand tout, parfois sauf lui. Et là, ben, c'est vraiment nourrir l'amour qui va être important. Ce qui sous-tend la vie est profondément positif et bienveillant. L'étoffe de la vie est profondément bienveillante. Tout est en vertu du bien. Ce qui est sous-tendu est bien, souple. Donc le fondement, le tissu de la vie, c'est l'amour. Tout ce qui arrive est fondamentalement bien. Tout ce qui advient est bien. Maintenant, toute idée sacrée est bonne à retenir. Merci à l'Enneatype 9 de travailler sur l'amour, l'amour à l'extérieur et l'amour à l'intérieur. Et on a terminé pour ce soir, pour ce voyage de l'énéagramme Orenda numéro 6. Je vous invite à écrire vos questions et on en reparle plus tard. Et aussi, je vous invite à faire tous ces exercices qu'on a évoqués ce soir parce qu'effectivement, ça va vous permettre d'aller un peu plus loin dans la découverte de vous-même, dans la communication avec vous-même et donc avec les autres. Et donc, à bientôt! Belle soirée, belle journée, bel instant à toi et à tout de suite.